Il y a beaucoup de choses à voir en ce début d'année et il faut qu'on en parle. Bonjour à tous, et bah oui, on se retrouve en ce début de week-end, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce samedi pour parler de pas mal de choses parce que oui, on a un début d'année 2025 sur les chapeaux de roue. Et ça part à toute vitesse, il y a énormément de choses à voir, que ce soit du côté du cinéma, mais aussi du côté de la télévision, du côté des séries. On va essayer bien sûr de parler de tout ça, et d'ailleurs, si vous suivez la chaîne de manière assidue, vous savez que ce format multicritique, vous êtes peut-être d'ailleurs un petit peu étonné, mais ces dernières années, on le faisait plutôt en live. Ce qui n'était pas le cas au départ, dans les premières années de la chaîne, on parlait de plusieurs œuvres dans une seule et même vidéo, c'est du coup un petit retour aux sources sur la chaîne. On va tenter ça, voilà, en 2025, je me suis dit qu'on va essayer de revenir sur ce format multicritique en vidéo plutôt qu'en live, et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous préférez en live ou alors en vidéo comme on va essayer de reprendre cette année. En tout cas, aujourd'hui, on va revenir sur 5 œuvres avec, comme à chaque fois, mon petit coup de cœur de la sélection en fin de vidéo. C'est parti, et on va commencer dès maintenant avec La Chambre d'à côté. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? Alors, La Chambre d'à côté, c'est le nouveau film de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Ça va parler de quoi en fait? Ça va parler de deux femmes, Ingrid et Martha, qui sont des amies de longue date, qui ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Leurs chemins se sont séparés puisqu'Ingrid est devenue romancière à succès et Martha reporter de guerre, mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances très troublantes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Martha est atteinte d'un cancer. Et on va parler de plein de choses qui sont un petit peu déprimantes. Du coup, La Chambre d'à côté, c'était quand même une belle attente, parce que c'est le film d'ailleurs qui a remporté le Lion d'Or à Venise. Alors c'est vrai qu'Almodovar il gagne pas grand chose à Cannes, mais à Venise, ça se passe bien. Bien entendu, le fait que ce soit tout simplement le nouveau film de Pedro Almodovar, rien que ça nous intéresse. D'ailleurs, c'est un film américain pour Pedro Almodovar, je me demande même, je crois que oui, c'est son premier film, je pense, en langue anglaise. Et donc ouais, c'est un long métrage qui était à la fois tendre, réconfortant, déprimant de même, puisque oui, cette histoire de cancer et tout ce que ça va amener, parce que on va parler d'euthanasie, c'est une histoire, voilà, c'est une réflexion, La Chambre d'à côté, c'est une réflexion sur l'euthanasie, puisque Martha est atteinte d'un cancer, et elle demande, ni plus ni moins, à son ancienne camarade, Ingrid, de l'accompagner en gros dans son désir d'être euthanasié, de se donner la mort. Et vous le savez, aux États-Unis l'euthanasie n'est pas acceptée. Du coup, oui, ça pourrait rendre Ingrid complice de cette mort. C'est une réflexion qui est difficile, surtout que le personnage de Julianne Moore a peur de la mort, c'est le romancière qui a peur de la mort. C'est un film de dialogue. Voilà, on va suivre beaucoup de dialogues qui font très cinéma d'Almodovar, c'est presque assez, assez théâtral, je trouve, parfois. On reconnaît totalement le style du réalisateur dans sa direction artistique, très almodovarienne, on va dire ça comme ça. Les cadres, le placement des acteurs, voilà, on ressent le côté maîtrise d'Almodovar. Il y a la patte du réalisateur dans tous les coins de l'image, que ce soit au niveau des décors, au niveau de l'éclairage, au niveau du cadrage, au niveau des couleurs, qui sont toujours assez vives, assez flashy, comme le jaune et le rouge qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur l'affiche. Il y a du coup un gros contraste qui se met en place parce qu'on va parler d'un sujet qui est dur mais avec des couleurs. On est sur une narration avec des flashbacks, on a ces deux anciennes amies qui vont se retrouver et qui vont revenir sur leur passé, donc forcément oui, on va revenir beaucoup sur le passé des deux femmes. C'est une histoire bien entendu qui est parfaitement portée par ce duo d'actrices. Julianne Moore, que je trouve sublime comme d'habitude. Tilda Swinton, c'est pareil, voilà, une des plus grandes actrices que l'on a aujourd'hui, que j'ai trouvé par contre parfois dans les scènes où elle doit un petit peu pousser sur la douleur, sur les larmes. Parfois, j'ai trouvé un poil en surjeu, j'étais assez étonné de la part de l'actrice. Bon après voilà, c'est quelques petites séquences, sinon elle est parfaite comme d'habitude. Il y a pas mal d'autres sujets pas très fun qui sont traités, notamment sa relation mère-fille qu'elle a avec sa fille. Tilda Swinton, d'ailleurs, joue ce double rôle, puisqu'à un moment on va voir apparaître sa fille dans le long métrage, et c'est elle aussi qui l'interprète. C'est dire à quel point on compte sur les deux actrices et sur ce duo. On a aussi John Turturro qui est présent, et on veut traiter, on le sent, certaines thématiques avec lui, mais on creuse pas trop, c'est vrai. Du coup on a l'impression que tout ce qu'il apporte et tous les sujets qu'on essaie d'amener sur la table avec lui sont vraiment amenés avec un bon gros chausse-pied. Et ça, c'est vrai que c'était dommage et que c'était pas forcément utile, mais non, on est surtout là bien sûr pour parler d'euthanasie à travers le point de vue et le regard de ces différents personnages.
l'euthanasie, d'ailleurs aussi, qui est acceptée depuis quelque temps en Espagne. Du coup, c'est là où c'est assez drôle, puisqu'on est sur un film d'un réalisateur espagnol, un film américain avec deux visions, donc la vision espagnole et la vision américaine qui s'opposent, même si, attention, on n'est pas non plus sur un film qui est là pour promouvoir l'euthanasie, c'est pas un discours pro-euthanasie, et on se laisse porter par cette histoire et par les échanges entre les deux femmes et ces réflexions qu'on a autour de la mort ou non du personnage de Tilda Swinton. C'est tendre, il y a une belle alchimie qui se met en place entre les deux actrices. Après, c'était aussi un petit peu mou, c'était un peu monotone. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont un petit peu passer à côté de tout ça et qui vont pas forcément être pris par le sujet, par le long métrage. Je dois dire aussi que d'un point de vue personnel, j'ai pas forcément été ému face au destin du personnage de Tilda Swinton. Je peux comprendre en tout cas qu'on ait pu trouver le temps un petit peu long à certains moments. Donc, La Chambre d'à côté, c'était plutôt bien. Maintenant, est-ce que ça méritait d'aller chercher aussi le Lion d'Or à Venise ? Ouais, voilà, le film s'en sort très bien, donc bon, je recommande quand même, c'est le nouveau film de Pedro Almodóvar, ça reste toujours un petit événement, et on passe dès maintenant au prochain film de la sélection, et on va parler de Bird. Alors, Bird, c'est sorti le 1er janvier, dès le premier jour de l'année. C'est le nouveau film d'Andrea Arnold. C'est un film qui est en compétition au Festival de Cannes en 2024. Et ça parle de quoi ? Ça nous parle de Bailey, une jeune fille de 12 ans qui vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seuls. Bug n'a pas beaucoup de temps à consacrer à Bailey, qui approche de la puberté et qui cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs. Et Bird, alors... c'est un peu particulier, c'est vrai, alors j'ai pas plus kiffé que ça, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien. Maintenant, est-ce que j'ai pris mon pied devant Bird ? On va pas se mentir, pas forcément. On va suivre du coup cette jeune fille, Bailey, qui va rencontrer une personne étrange qui s'appelle Bird, qui est un homme de 30-35 ans qui recherche ses parents. Elle va vouloir l'aider, on va suivre tout ça, et déjà la première chose qui m'a étonné, c'est que Barry Keoghan est vraiment un personnage secondaire dans ce long métrage. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il soit bien plus mis au premier plan. Et c'est pas du tout son film, hein, clairement, et j'ai presque envie de vous dire heureusement, parce que me taper 2 heures de Barry Keoghan, son personnage, dans le film pendant 2 heures, ouais, je pense que ça m'aurait un petit peu tapé sur le ciboulot à la fin. Et c'est un jeune homme lui aussi absolument instable, je sais pas il a quel âge dans le film, mais voilà, début de trentaine, il a été jeune, père très très jeune, c'est un jeune père séparé, il a eu Bailey je crois à 14 ans, et puis voilà, tu le vois avec sa dégaine, tout tatoué, il est souvent torse nu, il a une vie très particulière. On suit des gens avec une vie compliquée, une vie de squat où ça parle de drogue, où ça crie, où il y a de la musique forte partout, personne ne respecte personne, c'est n'importe quoi, et tout ça devant les gosses, voilà, c'est le mec se drogue devant ses gosses. La femme avec qui il a eu Bailey, elle est avec un mec qui est violent, enfin voilà, ça part en couille dans tous les sens, on est vraiment qu'avec des personnes problématiques, et c'est un film qui va parler de quête d'identité. Bailey cherche à voir autre chose que son quotidien. Elle cherche à s'émanciper de la vie difficile qu'a ses parents, la vie difficile et aussi ennuyante. On est là pour suivre son parcours, elle est très attachante, j'ai beaucoup aimé l'actrice, il y a vraiment une pureté qui se dégage de ce personnage, et celui de Bird, voilà, qui lui est sur un parcours qui est différent, qui est à la recherche de son père, et qui lui, alors on va essayer de pas trop en dire, mais qui est vraiment un personnage particulier. Disons que le Bird, voilà, c'est aussi un Bird. De toute façon, on le voit dans sa dégaine, dans son jeu d'acteur, il a cette dégaine et cette façon de déplacer le visage, de regarder, de jouer avec sa bouche, tel un oiseau, et il le joue plutôt bien. C'est un long métrage qu'on va vraiment vouloir ancrer dans le réel et dans cette comté anglaise. Mais par contre, c'est vrai que j'étais un petit peu moins fan du délire fantastique à la fin qui me plaît pas forcément, on part dans quelque chose d'assez barré, et voilà, pour moi c'était too much. Il n'en reste qu'au global, Bird, j'ai trouvé là aussi que c'était assez tendre, assez drôle, de même parfois. Le grotesque va rendre certaines situations assez drôles, et j'ai bien aimé aussi le rendu qu'on a voulu donner au niveau de l'image avec ses contours arrondis, cette texture et ce grain pellicule à l'ancienne, comme si comme si le tout avait été filmé, vous savez, avec un ancien caméscope, une ancienne caméra, et ça donne aussi, là aussi, on va ancrer vraiment, là aussi, cette histoire dans le réel. On a presque l'impression qu'on a ressorti, voilà, une ancienne caméra pour ressortir des anciens souvenirs de vacances, mais on n'est pas vraiment dans une situation, dans un film où on est en vacances, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a cette volonté de vouloir nous proposer du réel, que ce soit au niveau de l'image,
tout comme au niveau des décors et au niveau de ces personnages qui ont l'air vraiment véritablement vivants et réels. Du coup, le final, ça va le rendre encore plus surprenant. Donc oui, je suis assez partagé, j'ai pas pris mon pied, mais Bird, c'est quand même une belle proposition en ce début d'année. N'hésitez pas à rattraper ça si c'est encore au cinéma dans un coin proche de chez vous. Et puis on va passer à la suite, on va parler désormais de Skeleton Crew. I found something buried in the woods. Dad. This is unacceptable. Do you understand? Alors, du coup, Skeleton Crew, la série Star Wars dont tout le monde se fout, portée en partie par Jon Watts, ce n'est pas un argument marketing pour vendre la série. L'action ici va se dérouler avant les événements d'Ahsoka et après le retour du Jedi, et on va parler de quoi? On va suivre des enfants qui vont se perdre dans un dangereux voyage à travers la galaxie, et par tous les moyens, ils vont tenter de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux. Du coup, oui, on est vraiment dans un truc Star Wars avec des gosses, une vibe Goonies, avec des décors très surprenants dans un premier temps parce que ces gosses, ils se retrouvent en quelque sorte sur une planète qui ressemble à la Terre avec un quotidien qui ressemble à notre quotidien. C'est assez étonnant. La série, la saison 1 s'est terminée cette semaine et j'ai vu que beaucoup de personnes en avaient dit du bien. Alors, là aussi, encore une fois, on va se calmer. Oui, c'est pas aussi horrible que prévu, parce que c'est vrai qu'au tout départ, lorsqu'on a commencé à parler de Skeleton Crew, de Jon Watts qui allait derrière tout ça, on s'attendait vraiment à une giga catastrophe. C'est pas la catastrophe, c'est même, assez... qu'est-ce qu'on pourrait dire pour qualifier Skeleton Crew? C'est assez honorable, mais c'est vraiment toujours pas dingue, et c'est clairement comme The Acolyte et Agatha All Along, qui sont sortis aussi l'année dernière sur Disney+, qui ont fini dans mon flop des séries de l'année dernière. Les gens m'ont trouvé dur, mais encore une fois, ok, même si c'est pas pire que d'autres séries Star Wars ou d'autres séries Marvel qu'on a eu avant, c'est pas la folie, encore une fois, c'est pas terrible, c'est toujours aussi moche. On ressent encore beaucoup trop le côté studio, le volume, le flou en fond. Non, vraiment, ça t'arrache les yeux, c'est pas du tout à la hauteur de ce que devrait être une série Star Wars. Et même sur le papier, je suis désolé, mais le postulat de base, cette série Skeleton Crew, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie d'avoir autour de l'univers de Star Wars sur Disney+? Personnellement, oui, je suis abonné à la plateforme pour suivre en grande partie ce qui se fait du côté de chez Marvel et Star Wars. Je ne suis pas abonné pour suivre ce type de série Star Wars. On suit encore une fois plein de petits personnages qui sont pas du tout marquants. Alors là, je parle surtout des jeunes acteurs qui, en plus de ça, ne jouent pas très bien, c'est vrai. À la limite, il y a Neil, l'éléphant salopette, qui est plutôt mignon. Jude Law, il va vraiment tirer son épingle du jeu. Il y a beaucoup de questions qui vont graviter autour de son personnage et j'avais presque l'impression à chaque fois de passer d'un épisode à l'autre pour savoir ce qu'allait donner ce personnage de Jude Law au fur et à mesure des épisodes. L'intérêt de la série, c'est clairement lui, il est vraiment là pour voler le show, parce que sinon, c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, on n'est pas sur une histoire qui est si folle que ça. Là aussi, c'est un truc un peu pour les enfants, avec un final qui est assez quelconque. C'est pas la première fois que Disney, je sais pas si c'est que du côté de chez Star Wars, mais c'est pas la première fois que les séries les séries se terminent de manière assez étonnante. On n'a pas l'impression d'être devant une fin de saison, enfin voilà, on sent vraiment qu'on a posé une première pierre pour la saison 2, ou pour retrouver les personnages dans des potentiels films. Enfin voilà, c'est un peu bizarre à chaque fois ces fins de série. Il y a une suite normalement qui est prévue maintenant, est-ce que ça arrivera? The Acolyte, c'était pareil, mais vu que les gens avaient l'air de s'en foutre et que ça n'avait pas forcément attiré, et la saison 2 de The Acolyte, ça a été annulé. Peut-être que ce sera pareil ici pour Skeleton Crew, peut-être que ça sera là aussi annulé. Donc oui, au global, je veux bien vous l'accorder, c'était pas forcément la pire chose qu'on a vue du côté de chez Star Wars sur Disney+. C'est une aventure qui est quand même assez plaisante à suivre, c'est correct, mais c'est vraiment sans plus, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, il n'y a pas grand chose à retenir. Les épisodes sont toujours aussi courts, et d'un côté, je me disais aussi que je suis quand même content que les épisodes ne durent pas 50 minutes, 1 heure, parce que sinon j'aurais vraiment trouvé le temps long. Mais du coup voilà, c'est sorti, ça sera déjà oublié. Enfin, personnellement, j'ai l'impression à chaque fois que toutes les séries Star Wars, et c'est pareil pour les séries Disney+ en soi, du côté de chez Marvel, j'ai l'impression que c'est des séries que tu regardes une fois, mais que tu ne regarderas plus jamais. Donc, Skeleton Crew, c'était pas pire que le reste, mais c'est déjà oublié et c'est oubliable. Et j'espère que là cette fois-ci ça sera bien, parce que Daredevil sur Netflix, c'était quand même très bien. Il y a le trailer de Daredevil Born Again qui me donne, quelques petits espoirs. J'espère vraiment que ce sera bien. Et du coup, voilà, on va passer à la suite et on va parler de Creature Commandos. Until we find out the truth, what's going on here? We're supposed to be on the same damn team. G.I. Friend Nina.
shish kebab. Du coup, Creature Commandos, beau sujet quand même, puisqu'il s'agit de la première œuvre, de la première chose qui a été faite à propos de ce nouvel univers DC qui est porté par James Gunn. Alors oui, c'est assez étonnant de se dire que la première chose servie par James Gunn à propos de son DC Comics, ça soit une série d'animation qui a ce visage, qui a cette tête. C'est vrai que c'est un truc qui m'intéressait pas forcément au départ, même si j'aime bien ce style d'animation en mode animation des années 90. Creature Commandos, je savais pas du tout ce que c'était, et on est vraiment sur une recette qui ressemble clairement à Suicide Squad. C'est une histoire où là aussi on va monter une équipe avec des monstres, des créatures, des losers qui vont devoir servir Amanda Waller et donc le gouvernement en secret, et si jamais ils font quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on peut les tuer en une seule touche. C'est vraiment comme Suicide Squad. Et malgré le fait que j'en attendais pas grand chose et que je trouve ça assez étonnant de lancer ce nouvel univers DC Comics avec ça, et Creature Commandos, c'était plutôt très cool, ça se mangeait très bien, on avait un épisode, chaque semaine un épisode de 25 minutes, on sent de manière assez claire que James Gunn est derrière tout ça, que ce soit au niveau de l'humour, au niveau de l'écriture, au niveau du développement des personnages, au niveau de l'émotion aussi qu'il arrive à créer au niveau de ces personnes, de ces personnages qui sur le papier sont pas forcément, même pas du tout les personnages les plus intrigants, les plus intéressants du côté de chez DC Comics, et en soi c'est là où James Gunn est assez fort et on va pas lui retirer ça. Même si, bon, vous le savez, je suis pas forcément fan de la direction que va prendre DC Comics, et pour le coup, moi, je préfère avoir quelque chose de plus mature. Mais James Gunn, pour DC Comics, ça peut aussi être une bonne chose au niveau surtout des personnages secondaires, parce que je trouve à chaque fois que le catalogue DC Comics, c'est pas Marvel. Il n'y a pas autant de personnages qui peuvent avoir vocation à devenir des grosses icônes ultra populaires. Alors oui, on a Wonder Woman, on a Superman, on a Batman, bien entendu, mais ensuite on est quand même sur des personnages qui attirent un peu moins le public, qui vont être bien plus compliqués à vendre. Et James Gunn, il est assez fort, je trouve, pour réussir à te faire aimer, à te faire apprécier le fait de suivre justement ces personnages de seconde zone. Il arrive toujours à s'en sortir avec ses projets assez casse-gueule. Encore une fois, les Gardiens de la Galaxie, maintenant c'est devenu très populaire, mais c'est devenu populaire grâce à lui. Lorsque le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, a été annoncé, on se demandait tous, mais c'est quoi ce truc? Et là, surprise, on a tous adoré, les personnages étaient géniaux à suivre, et c'est là où je me dis que James Gunn, ça peut être une bonne chose pour le DCU avec ce catalogue qui va être moins grand public. Alors c'est vrai que personnellement, j'aimerais un petit peu qu'il s'éloigne justement de Superman, de Batman, etc., et qu'il s'occupe de ces personnages qu'on connaît moins, parce que ça, il arrive très bien à nous les présenter, parce que là, encore une fois, et plus que jamais, c'était pas gagné. On a des personnages avec un design qui m'attirait pas forcément plus que ça, et pourtant, oui, je me suis surpris à tous les apprécier. Le robot tueur on va dire d'Allemand méchant pour ne pas se fâcher avec l'algorithme, je l'ai trouvé absolument génial, et pour le coup, je pense que c'est vraiment le personnage, ce robot que j'ai préféré suivre dans Creature Commandos. On va prendre le temps de tous les présenter, un épisode qui est consacré à chacun des personnages. On va retrouver aussi des gens que l'on connaît déjà. Alors c'est là où on sent que la cassure entre l'ancien DCU et le nouveau il y a un peu flou. On arrive pas trop à savoir vraiment qu'est-ce qui est dans le nouveau DCU et qu'est-ce qui a vraiment été mis à la poubelle, puisqu'on va retrouver quoi? Alors on va retrouver Amanda Waller, qui est toujours interprétée par Viola Davis. On a donc Rick Flag, senior ici, interprété par Frank Grillo, qu'on va retrouver dans le film Superman. On a Weasel, qui est ici un des rescapés de The Suicide Squad. À la fin, on voit aussi le requin qui est de même présent. Et donc voilà, ensuite on a des nouveaux personnages. Mais du coup, voilà, il y a des anciens qui reviennent, il y a des petits nouveaux. On sait aussi que Peacemaker, qui devrait pointer le bout de son nez cette année pour la saison 2, ça aussi, visiblement, ça fait partie quand même de ce nouveau DCU, alors que c'était déjà sorti il y a quelques années. On va aussi faire du teasing concernant des choses qui vont arriver prochainement dans ce nouvel univers DC Comics, notamment Batman, qui apparaît ici pour la première fois, le Batman du nouveau DCU de James Gunn, qui a un design qui ne fait pas forcément penser à celui de Robert Pattinson, ce qui, semble contredire les rumeurs comme quoi on essaierait potentiellement de faire en sorte que The Batman intègre cet univers DC Comics. On a sorti une vidéo dernièrement sur le sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir pour, sur le sujet Batman dans ce nouvel univers DC Comics. Et pour conclure, on ressent aussi totalement la patte James Gunn dans Creature Commandos, parce que c'est assez border, il y a pas mal d'insultes, de sexe, de corps nus, de sang, c'est drôle, c'est musical, c'est émouvant parfois.
c'est pas forcément, même pas du tout, je dirais une série pour les enfants. Et c'est du James Gunn tout craché, et même si j'ai un peu peur pour son Superman, là quand même, on va pas se mentir, c'était pas mal. On verra ce que ça donnera pour la saison 2 que je suivrai. On va suivre très attentivement comment va se lancer ce nouvel univers DC Comics sur la chaîne, vous savez très bien qu'on en parlera ici. Et on va terminer cette vidéo avec mon petit coup de cœur de la sélection. On va bien sûr parler du dossier Maldoror. T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Alors, le dossier Maldoror, gros morceau, c'est sorti au cinéma cette semaine, c'est réalisé par Fabrice Duwels. On est là pour mettre en avant l'affaire Dutroux qui avait fait beaucoup parler en Belgique. On se retrouve dans cette Belgique des années 90, en 1995, et on va suivre la disparition inquiétante de 2 jeunes filles qui va bouleverser la population et qui va déclencher une frénésie médiatique sans précédent dans le pays. Du coup ici, affaire Dutroux. Affaire Dutroux dont on va s'inspirer de manière très libre. On n'est pas du tout dans un copier-coller des faits, c'est même pas les mêmes noms de personnages, il n'y avait pas aussi cette histoire de policiers comme Paul Chatrier, voilà ce mec qui a pris le lead dans cette affaire et qui a pris, qui s'est vraiment battu contre toutes les polices, toute la population pour réussir à élucider cette affaire Espister. Pour le coup par contre, on a vraiment tourné ça à Charleroi, et on est là pour nous présenter surtout au-delà de cette affaire, cette Belgique des années 90, et on est même là en fait pour accuser la justice belge des années 90 et dénoncer ce qui se faisait à l'époque. Alors ça pour le coup c'est une période que je ne connaissais pas en Belgique, mais en fait ce qui s'est passé c'est que la police a été la police était séparée en 3. Il y avait d'un côté donc les gendarmes et ensuite deux polices différentes, et la problématique c'est que ces 3 polices avaient tendance à s'auto-mettre des bâtons dans les roues, mettre des bâtons dans les roues aux autres polices. Du coup on est surtout sur un film qui est surtout là pour dénoncer le système judiciaire belge lamentable, honteux, qui avait à l'époque. L'affaire Dutroux, c'est une affaire qui a été super importante dans l'histoire du pays, parce que ça a permis vraiment de se rendre compte qu'il y avait des failles dans cette histoire de triple police, que tout le monde était bête, il y avait vraiment une incompétence qui régnait au sein de ce système, et du coup, il y a eu ensuite la fusion des polices, et donc, c'est un film, une histoire qui est vraiment rageant en fait, qui est vraiment rageant à suivre. On est là pour voir ce que peut faire un homme honnête dans un pays où la justice faillit, et on se demande même à la fin, mais c'est qui le mal? C'est qui le vrai mal? Est-ce que c'est le pédophile qui kidnappe et qui viole des jeunes filles? Alors c'est qui le mal? Donc forcément lui déjà c'est le mal, mais il y a aussi la justice, encore une fois, bête, incompétente, qui laisse presque ces personnes dans la nature, ça au lieu de se serrer les coudes et de marcher main dans la main pour faire régner la justice, et non, c'est pas du tout le cas, et on voit aussi à quel point tout le monde est corrompu, que ce soit, alors on le disait, la police, mais aussi les personnes qui vont plutôt se retrouver du côté du tribunal. Donc oui, c'est un visionnage qui est rageant, qui est énervant, qui est prenant, c'est un film policier qui est prenant, avec d'ailleurs des petits effets de cinéma d'horreur, notamment l'apparition du titre au début du film qui fait très cinéma d'horreur. Et alors je connais pas forcément le cinéma du réalisateur, mais visiblement c'est quelqu'un qui vient du cinéma d'horreur, et ça se ressent à certains moments. Il y a des bons acteurs ici, notamment pas mal d'acteurs français, Anthony Bajon pour commencer, qui porte le film, qui parfois c'est vrai un petit peu en surjeu. On a aussi Alexis Mananti, que je prends toujours autant de plaisir à voir et à revoir, qui est vraiment parfait à chaque fois, je trouve, dans les rôles de policier comme il avait dans Les Misérables. Par contre, c'est vrai qu'à certains moments, il y avait quelques longueurs, notamment au début, on a toute une séquence de mariage qui est longue, qui est très très longue. Mais oui, moi j'ai pas du tout boudé mon plaisir devant le dossier Maldoror, peut-être parce que j'ai appris des choses et découvert cette période de la Belgique, encore une fois, que je ne connaissais pas, avec ces 3 polices, cette affaire qui a amené à la fusion d'une seule et même police. Du coup, oui, moment très important, et visiblement le réalisateur ne va pas du tout s'arrêter là, puisque le dossier Maldoror, c'est en quelque sorte le premier film d'une trilogie de sujets critiques où le réalisateur souhaite dénoncer des choses en Belgique, mais en tout cas on va suivre ça de très près. Donc oui, le dossier Maldoror, c'est l'œuvre qui retient mon attention en ce début d'année. T'es un flic, tu fais rien en faire. Et c'en est tout du coup pour cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à la liker, à la partager, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir la chaîne,
Et on va se retrouver dès mardi prochain pour parler de Better Man, ce biopic sur Robbie Williams que j'ai déjà vu. On en parle très rapidement parce que voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il y a des avant-premières d'ailleurs qui sont prévues mardi prochain. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis donc à très vite.